Et si on vous disait que la résidence principale est bel et bien un actif, contrairement à ce que beaucoup de personnes tentent de vous faire croire, on vous explique tout dans cette vidéo. Salut les poignées d'investisseurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant qu'on vous explique pourquoi la résidence principale peut bel et bien être un actif, eh bien, on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger les 7 heures de formation qu'on vous offre. C'est l'enregistrement complet de notre dernier séminaire et ça se passe ici. Donc, on vous le disait, il y a à peu près 7,5 secondes. La résidence principale, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent vous dire sur YouTube, sur Internet, dès que vous tapez un petit peu sur des questions sur le sujet, il y a beaucoup de formateurs, de YouTubeurs, de blogueurs, de ce que vous voulez, de gourous de l'investissement qui vous disent de ne surtout pas acheter votre résidence principale parce que c'est un passif, ça vous coûte de l'argent et si vous voulez investir, eh bien c'est une super mauvaise idée. Et du coup, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu d'où vient ce mythe et pourquoi c'est pas forcément vrai, en tout cas pour nous Français. Et du coup, c'est Luc qui va répondre aux questions par rapport à ça. Du coup, Luc, déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce mythe de la résidence principale ? Alors la résidence principale, ce mythe vient du livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Et dans son livre, en fait, il explique que c'est pas une bonne idée d'avoir sa résidence principale parce que c'est un passif qui nous coûte de l'argent et qui nous empêche d'investir. Concrètement, le mythe, il part de là. La différence, c'est que, en fait, aux États-Unis, et notamment dans son livre, lui, il explique qu'il fait l'acquisition de biens immobiliers qu'il revend avant, en fait, de réaliser la pleine possession. Ce qui fait qu'il peut passer d'une possession immobilière à une autre, et c'est comme ça, en fait, qu'il vient scaler, qu'il vient développer son patrimoine rapidement, ou alors, il peut également mettre en hypothèque certains biens pour en refinancer d'autres, tel un collatéral. Chose qu'aujourd'hui en France, on ne fait pas ou on ne fait plus, notamment avec les prêts hypothécaires ou alors de manière beaucoup plus rare. Il y a encore certaines entités qui le font. Mais en tout cas, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'acquérir ou non sa résidence principale. Donc c'est la première grosse différence, c'est que le marché américain et la réglementation américaine n'est pas du tout la même que celle qui est en France. La deuxième chose, c'est que ça dépend en fait de la manière dont nous investissons. Quand nous investissons dans le cadre de la résidence principale en tant qu'investisseur, ce n'est pas la même chose que quand on investit dans sa résidence principale en tant que personne lambda. Pourquoi ? Parce que la majorité des personnes lambda, ce qu'elles font, c'est qu'elles veulent tout de suite la maison de leurs rêves, elles veulent tout de suite faire des travaux qui vont correspondre à leur confort et donc elles vont mettre immédiatement leur capacité d'emprunt au service de leur résidence principale. Donc ils vont être au taquet des 35%, elles vont être au taquet du reste à vivre et elles ne vont pas construire en conséquence. Et évidemment, quand vous avez une résidence principale, eh bien, il y a des travaux, il y a des améliorations, il y a des investissements que vous voulez faire dedans. Et donc dans ce cadre-là, oui, ça peut être un passif. Et encore, vous allez voir pourquoi. Quand on a une vision d'investisseur dans le cadre de la résidence principale, eh bien c'est différent. On sait que la première acquisition que nous allons réaliser, ou même les suivantes, eh bien elles ne doivent pas nécessairement venir servir un confort maximum, mais plutôt s'inscrire dans une stratégie, à savoir, eh bien j'achète un bien, peut-être que ce bien-là ne répond pas à tous mes standards, tous mes désirs de confort, mais par contre dessus, eh bien, je vais pouvoir réaliser une plus-value quand je vais le revendre pour pouvoir acheter plus gros dans le temps ou le relouer à un prix qui me permettra de réaliser un cash flow si le marché le permet. Maintenant que ça c'est dit et qu'on se dit, ben voilà, j'achète ma résidence principale avec une dynamique d'investisseur, eh bien la réalité est la suivante. Quand je suis locataire, je prends tous les mois de l'argent que je vais mettre dans le loyer, que je vais payer à mon propriétaire et du coup, eh bien ça va sortir de mon patrimoine. C'est de l'argent concrètement qui sort de mon patrimoine pour aller dans la poche de mon propriétaire. Tu construis rien quoi. En fait. On construit rien, je mets pas d'épargne de côté, je ne mets pas non plus de comportement bancaire qui semble légitime à créer mon patrimoine, c'est juste que je mets de l'argent dehors. D'ailleurs, quand je vais réaliser un investissement, si ce n'est pas dans le cadre de ma résidence principale, eh bien, cette charge-là de loyer viendra alourdir mon taux d'endettement. Donc, il est vrai qu'il y en a qui utilisent cette technique de dire à la banque, eh bien, c'est ma résidence principale et du coup, je leur dis que c'est ma résidence principale, mais au final, ça sera un investissement locatif. Oui. D'accord ? C'est pas nécessairement une bonne idée de le faire à chaque fois parce qu'il y a des conséquences, notamment d'un point de vue fiscal, au niveau de l'amortissement des intérêts. Mais c'est pas l'objet de la vidéo. Donc, résidence principale, quand je suis locataire et que je veux investir, eh bien, mon loyer viendra tous les mois alourdir finalement mon taux d'endettement. Et en même temps, je ne développe pas mon patrimoine.
quand vous êtes propriétaire de votre résidence principale, eh bien tous les mois, vous allez mettre ce qui correspond à l'échéance de prêt. Dans votre échéance de prêt, vous avez une partie de capital, une partie d'intérêt et une partie d'assurance. Et évidemment, la partie de capital que vous remboursez tous les mois, eh bien, c'est comme si vous mettiez de l'argent de côté finalement. Et donc, ce qui se propose finalement à la banque quand vous allez aller la voir, eh bien, c'est que pendant les X mois sur lesquels vous avez remboursé votre bien immobilier a potentiellement pris de la valeur. Vous avez remboursé votre prêt, vous avez amorti votre prêt. Donc, vous avez de moins en moins d'argent à rembourser sur votre résidence principale. Et donc, la différence entre les deux. Imaginez que vous ayez acheté un bien pour 200 000 euros. Votre bien est pris de la valeur et vaut aujourd'hui, après 10 ans, 230 000 euros, pour l'exemple. Et que l'emprunt que vous aviez fait était de 200 000 euros et que vous avez remboursé 50 000 euros. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un prêt où il vous reste à rembourser 150 000 euros, vous avez un bien qui vaut 230 000 euros, et donc la valeur nette sur ce patrimoine-là est de 80 000 euros. Alors que si vous aviez été locataire, ça n'aurait pas été le cas. Dernier point, généralement, quand vous achetez, vous pouvez choisir la durée qui correspond le plus à votre stratégie. Plus vous allez avoir une durée longue, plus vous allez avoir une mensualité qui est basse. Et parfois, ça peut vous permettre d'avoir un loyer qui est inférieur, une charge de prêt plus précisément, qui serait inférieure à un loyer qui vous est actuellement proposé. Ça veut dire qu'en achetant, vous auriez potentiellement la possibilité de réduire votre taux d'endettement contrairement à une location classique. La seule vigilance qu'il convient d'avoir, et ça c'est exact, c'est qu'une résidence principale peut amener à avoir d'autres charges, et en l'occurrence la seule charge qui peut être en lien et qui serait différente, c'est la taxe foncière. C'est-à-dire qu'il y a un impôt une fois par an, oui c'est vrai, qui va peut-être vous coûter un peu plus d'argent, mais ça va dépendre de où vous habitez. C'est pas la même chose si vous habitez en province ou si vous habitez dans des grandes agglomérations type Paris, Lyon, Marseille et ainsi de suite. Voilà, donc c'est la seule charge qui serait différente. Et il y a également une légère différence, c'est si vous seriez propriétaire d'un appartement dans le cadre d'une copropriété, où il y aurait donc plusieurs appartements, parce qu'il y a des charges de copropriété, et évidemment, il y a une quote-part qui serait réimpactée au locataire, mais là, vu que c'est vous-même qui êtes locataire du bien immobilier, il y a une quote-part également qui appartient au propriétaire. Et voilà, donc si vraiment on voulait être optimum sur le fait de choisir sa résidence principale, ça serait plutôt dans une zone qui soit excentrée, sur laquelle vous payez peu de taxes foncières et dans lequel vous n'êtes pas dans le cadre d'une copropriété. Mais même dans ces deux situations-là, ça resterait malgré tout toujours plus intéressant d'avoir sa résidence principale parce que, je vous le rappelle, quand vous amortissez votre capital sur l'emprunt réalisé auprès de la banque et que votre bien prend de la valeur, vous gagnez bien plus que le coût de la taxe foncière par an. Et en fait, vous aurez bien compris par rapport à ce que vient de dire Luc que d'une façon générale, sur du long terme, bien sûr, c'est intéressant. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est systématiquement la chose à faire. Faut un petit peu réfléchir aussi par rapport à votre situation, à vos objectifs. Si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet, j'avais fait une vidéo il y a 1 an et demi. Je vous la mets ici et elle complète à merveille cette vidéo qu'on est en train de faire. Moi, j'ai une autre question à te poser. C'est d'un point de vue de la banque, tu es ancien banquier. Et tu sais, souvent, les banques, surtout quand tu arrives à un certain âge, 40, 45 ans, est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale quand tu viens demander un prêt? Non, aïe, ça coince. Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que la banque… Alors, c'est pas un frein. Il faut savoir qu'on peut quand même obtenir un prêt quand on n'est pas propriétaire de sa résidence principale, notamment quand c'est pour acquérir sa résidence principale. Mais si on veut faire de l'investissement et qu'on est locataire, ça peut parfaitement fonctionner aussi. La seule chose, c'est que la banque, elle se dit très bien, vous allez acheter un bien. Le bien que vous allez acheter, vous allez mettre des locataires dedans. Peut-être que les locataires, il va y avoir des incidents de paiement. Alors, pour éviter de prendre du risque, pourquoi le bien que vous achetez, c'est pas vous qui le remboursez? Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'incident de paiement. Donc, premièrement, le risque, il est moins élevé. Deuxièmement, au-delà de ce risque présent, ça démontre, parce que la banque, elle observe une situation dans sa globalité, quand vous avez déjà été propriétaire, elle part du principe que vous savez ce que c'est que d'être propriétaire et que vous savez déjà ce que c'est de payer des charges, d'organiser votre budget et ainsi de suite. Et donc, faire un investissement vous permettra de finalement dupliquer cette gestion-là
à part que c'est pas vous qui allez payer le loyer directement, c'est les locataires qui vont être mis en place. Donc c'est plutôt cette dynamique-là que la banque elle observe dans le cadre du comportement bancaire, dans le cadre de la gestion de vos finances. Elle serait rassurée de se dire bon, déjà ce client-là, il a une certaine valeur parce qu'il est déjà propriétaire de sa résidence principale, donc pour elle le met dans des cases plus stables, il a moins de chances de partir, on a moins de chances de le perdre. Il va être plus établi, on peut l'accompagner sur d'autres produits, peut-être qu'il va avoir des enfants. Ça apporte une forme de stabilité. Deuxièmement, eh bien, vu que vous avez une résidence principale et que peut-être qu'il y a un prêt ou non qui s'amortit, eh bien, si la banque aurait besoin de se retourner contre vous pour entamer une action juridique et retrouver des fonds, eh bien également c'est un facteur qui est rassurant pour elle. Et puis, comme je l'ai dit, c'est surtout au niveau du comportement bancaire que, évidemment, ça peut, encore une fois, la rassurer. Pour rappel, la banque, elle prête avant tout en considérant le risque et après en observant la rentabilité. Merci du coup à toi Luc pour ces précisions. J'espère que maintenant c'est un peu plus clair pour vous. Donc voilà, quand on vous dit que c'est pas un actif et surtout n'achetez pas votre résidence principale, nuancez un peu les propos, prenez le temps de la réflexion, c'est extrêmement important. Si vous avez aimé cette vidéo, plusieurs choses. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Vous avez le droit de pas être d'accord, c'est pas grave. Venez enrichir la communauté. Et ensuite, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Comme ça, dès qu'on republiera une vidéo, vous serez informés. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.